Salut tout le monde, vu que vous avez été nombreux à nous réclamer un tome 2, suite à notre vidéo pétage de plomb, nous avons bossé dessus. Et vous savez quoi, nous avons même trouvé suffisamment d'histoire pour potentiellement vous publier un épisode 3. Alors si ça vous hype, vous savez quoi faire, spammez les commentaires. Mais avant ça, alors que la saison NBA vient de commencer, ça y est, avec notre agence de voyage TripDouble, on a sorti tous nos voyages pour aller kiffer la meilleure ligue du monde. Au programme, une dizaine de voyages, dont le dernier à San Francisco qui vient juste de sortir, mais dont les places se vendent très vite, mais aussi à New York, Los Angeles, Chicago et Miami. Pour la toute première fois, on organise un voyage sous le soleil floridien et ça va être du lourd. 7 jours sur place pour aller voir 3 affiches de l'Est du 27 février au 5 mars avec les Knicks, les Sixers et les Hawks qui seront en visite à la FTX Arena. Mais le clou de ce voyage, ce sera la possibilité de jouer sur le parquet. Oui, un parquet NBA, une dinguerie. À New York et Los Angeles, on aura aussi la possibilité de jouer sur un parquet, alors qu'à Milwaukee, où on ira sur le voyage à Chicago, vous pourrez repartir carrément avec un bout du filet. Puis au United Center, on shootera un lancer franc, tout comme au Chase Center de San Francisco. Ne tardez pas, il n'y aura pas de place pour tout le monde, et pour en savoir plus, rendez-vous sur tripdouble.com. Puis si vous avez déjà prévu d'aller à New York par vos propres moyens, sachez qu'on peut vous proposer certains matchs des Knicks avec une fan expérience. Par exemple, si vous avez prévu d'aller au Madison Square Garden pour voir les Knicks, si vous prenez un billet en passant par nous, vous pourrez soit assister à l'échauffement des joueurs, sur les premiers rangs avant l'ouverture du public, ou alors encore plus dingue, tenter un lancer franc après le match. Pour ça, rendez-vous sur tripdouble.com ou en envoyant un email à contact@tripdouble.com. Et pour revenir à nos pétages de plomb, commençons par évoquer Spencer Haywood. Bon, ceux qui ont vu Winning Time sur OCS connaissent l'histoire, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été un peu scénarisée, amplifiée dans la série, un peu modifiée au service du show, qui reste très bon ceci dit. Pourtant, ce qui a eu lieu était tellement fou que ce récit aurait pu être raconté tel quel, il aurait quand même fait dans le sensationnel. En fait, Haywood, à qui nous avions consacré une vidéo au lancement de la chaîne, était un sacré phénomène dans la grande ligue, et surtout, il était complètement accro à la coke. Si plusieurs fois il a tenté des sevrages lors de sa carrière, ça n'a jamais tenu, et même les produits par lesquels il compensait, Valium, opiacés, méthadone, alcool, ne lui permettaient pas vraiment, sevrage ou non, de rester lucide et de maintenir une santé de sportif de haut niveau. Pourtant, dans les années 70 en NBA, ça passait, non seulement parce que la coke était monnaie courante dans la grande ligue avant que David Stern ne fasse le grand ménage, mais en plus parce que Spencer Haywood, avec son talent de basket hors du commun, réussissait toujours à faire en sorte qu'on lui offre une nouvelle chance. Ça, c'est ce qui a eu lieu lors de la saison 1979-1980, à la suite d'un passage au Jazz où même le nez plein de poudre, l'intérieur réussissait à tourner à 24 points par match. C'est ainsi que Jerry Buss, qui avait de grosses ambitions pour la franchise qu'il venait d'acheter, décide de prendre le risque malgré toutes les tentations qui existaient à Los Angeles. Et là, ce qu'il se passe, c'est que bien drivé par son ami de longue date, Karim Abdul-Jabbar, Haywood semble rester à peu près sobre. Sauf que ça, a priori, c'était seulement dans les apparences. Déjà, il vivait très mal que Paul Westhead ait décidé de titulariser Michael Cooper à sa place, et ne jouer que 20 minutes par match à 30 ans, c'était trop peu à ses yeux pour un quintuple All-Star. C'est quand même dommage, car lorsqu'il rentrait sur le parquet, globalement il faisait le taf, mais une fois les matchs terminés, Haywood retombait bien souvent dans ses dérives les plus sombres, et ça, vous pouvez l'imaginer, ça a eu un impact dramatique du côté sportif. Nous arrivons au match 3 des finales NBA, et Haywood, qui fait de plus en plus la fête, joue de moins en moins. Voilà 3 matchs qu'il n'a pas dépassé les 4 minutes passées sur le parquet. Là, au lieu de se remettre en question, il se drogue encore plus, sachant très bien que de toute façon son rôle sera réduit, même s'il rentre sur le terrain. C'est ainsi que la veille de cette rencontre importante, vu que les deux équipes, Philadelphie et Los Angeles, sont à égalité un partout dans la série, l'intérieur passe une nuit blanche, à consommer autant de freebase que possible, du crack pour simplifier. En arrivant au match, lors de l'échauffement, le mec a le cerveau démoli, et au bout de quelques foulées sur le terrain, dévasté par les substances, avant même l'entre-deux, il tombe dans les pommes. Pour les Lakers, ce n'est plus possible de tolérer de tels agissements, et des discussions sévères ont lieu entre ceux qui pensent qu'il faut l'exclure et ceux qui pensent qu'il faut le soutenir. Cela vaut d'ailleurs une belle dispute en interne entre les deux Lakers, Jim Jones et Brad Holland. Le coach Paul Westhead prend alors les choses en main, il suspend Spencer Haywood pour le match 4, et la vérité c'est que plus jamais ensuite on ne le verra sous le maillot des Lakers. En fait, cette suspension, Haywood l'a très mal vécue, et suite à cette décision, le mec s'est retranché chez lui, ne donnant plus de nouvelles et continuant à s'en foutre plein le nez. Que faisait-il pendant ce temps? Est-ce qu'il déprimait? Pas du tout, il était juste en train de mettre un plan machiavélique à exécution. Plus tard, lui-même a raconté que pendant cette période d'exil du groupe, rongé par les drogues, il n'avait plus qu'une seule idée en tête, tuer Paul Westhead. Pour ça, il est allé voir un vieil ami à lui, de Détroit, et vu qu'il connaissait l'adresse de son coach, tous deux avaient décidé de débarquer chez lui, en pleine nuit, afin de couper les freins de sa voiture et espérer qu'il se crache dans un accident de la route. Vicieux quand même, c'est le moins que l'on puisse dire. Heureusement, il n'est pas allé jusque-là grâce à sa mère, visiblement, qui au courant du complot aurait menacé
menacé de le dénoncer. Quoi qu'il en soit, peu importe, se droguer jusqu'à perdre connaissance avant un match, puis élaborer un plan pour tuer son coach jusqu'à appeler un ami en renfort, déjà c'est du très beau pétage de câbles. Et on ne parle pas des câbles de frein. Mais vous le savez sûrement, Haywood n'est pas le seul à en avoir voulu à son coach jusqu'au point de vouloir sa mort. Latrell Sprewell, 17 ans après lui, alors qu'il évoluait sous le maillot des Warriors, est lui aussi allé très loin avec son entraîneur de l'époque, PJ Carlesimo. Nous sommes à l'entraînement et les esprits s'échauffent, car le joueur n'en peut plus des critiques du tacticien sur son jeu. La pression monte et l'ailier ne trouve plus les mots pour répondre, et directement ça éclate. Sprewell menace de mort Carlesimo. Et à ce moment-là, que fait ce dernier? Plutôt que de calmer les esprits, il le provoque, en mode « viens me chercher, je suis là ». Il n'en fallait pas moins, ni une ni deux, Spree, 1m96 quand même, se jette sur son coach, le met au sol et place ses deux mains autour de sa gorge pour tenter de l'étrangler. Là, plusieurs membres de l'équipe évidemment séparent les deux hommes, mais l'ailier ne se calme pas, revenant à la charge 20 minutes plus tard pour tenter à nouveau de frapper le tacticien. Bon, le joueur se défendra plus tard, minimisant la violence de son geste et disant qu'il ne serrait pas si fort, que Carlesimo pouvait totalement respirer. Ok, peut-être, mais vu les marques que ce dernier avait autour du cou, le lendemain, on peut en douter. La franchise suspend alors son joueur pour 10 rencontres, mais la NBA passera derrière et tapera encore plus fort, excluant Sprewell jusqu'à la fin de la saison 1997-1998, soit 68 matchs. S'il a réussi à rebondir après sous le maillot des Knicks, puis des Wolves, cette histoire lui aura tout de même coûté plus de 6 millions de dollars en salaire, ainsi que son contrat avec Converse, et difficile de dire que ce n'était pas mérité. Évoquons des choses plus légères désormais, car maintenant nous allons parler de popcorn. Oui, de popcorn. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu une tradition en NBA, comme partout, de se faire des blagues lors du 1er avril, et l'une d'elles consiste à remplir de popcorn la voiture d'un coéquipier. Ok, c'est relou, mais ça reste bon enfant. Sauf que quand c'est arrivé à Kenyon Martin en 2010, qui alors jouait aux Nuggets, il ne l'a pas pris de la sorte. Mais alors pas du tout. Il faut dire aussi que même si l'équipe pratiquait un bon basket à cette époque et obtenait de bons résultats, vu qu'elle a terminé première de sa division, beaucoup de conflits régnaient hors du terrain entre certains joueurs. C'est vrai en même temps qu'entre Kmart, Chris Andersen, Carmelo Anthony, J.R. Smith, Ty Lawson ou encore Chauncey Billups, il y avait beaucoup de forts caractères dans ce roster. Alors dans ce climat, quand suite à une belle victoire, l'intérieur, en quittant le Pepsi Center, a retrouvé son Range Rover flambant neuf avec un intérieur cuir tout blanc, plein de popcorn collant, il a littéralement pété un plomb. Le mec est revenu dans le vestiaire furieux, en disant qu'il allait mener l'enquête, trouver le coupable, et littéralement le démolir. Il enchaîna en disant que tant qu'il ne saurait pas qui était le farceur, il ne rejouerait plus, que l'équipe ferait sans lui. Définitivement pas l'effet escompté après une telle blague. Là, tout le monde se regarde, le silence règne, et personne ne se dénonce. Kmart est juste en train de bouillonner. Finalement, timidement, en regardant le sol, c'est un ramasseur de balles qui avoue, il serait revenu dans le vestiaire pendant le match, aurait dérobé les clés de la bagnole du joueur dans sa poche pour ensuite faire sa blague. Ok, mais Martin n'est pas bête, et il le sait très bien que les ball boys n'ont pas accès au locker room comme ça, il avait donc un complice, c'était obligé. Le gamin présente ses excuses, les esprits se calment et tout se règle, le pétage de plomb est terminé, mais quand même un mystère règne. Qui a ouvert la porte à Laquan Johnson, le ramasseur de balles? Eh bien on l'apprendra plus tard, c'était J.R. Smith qui en plus de ça aurait été celui qui a soufflé l'idée au ball boy. Décidément, après avoir été au cœur des anecdotes de notre tome 1, on se rend compte que bien souvent l'arrière n'était pas loin quand il y avait des incidents de la sorte. Pas sûr qu'il fasse encore beaucoup de poissons d'avril aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de lui, plus récemment encore, en 2018 pour être exact, il fut à l'origine, encore une fois, bien contre son gré, d'un autre pétage de plomb, qui cette fois-ci concerne LeBron James. Bon, ce qui s'est passé lors du match 1 des finales, tout le monde s'en rappelle. Alors que la rencontre était ultra serrée, 106-107 pour l'équipe californienne, George Hill obtient 2 lancers francs pour sauver Cleveland alors qu'il ne reste que 4 secondes sur le chrono. Le premier entre, égalité, mais le deuxième, lui, est raté, sauf que le match n'est pas fini, et J.R. Smith, qui obtient le rebond offensif, a encore une occasion de tuer le match. Mais là, que fait-il? Au lieu de prendre le shoot, qu'il peut marquer facilement, il part dans l'autre sens et conserve la balle, pensant que son équipe menait au score. Que dire de plus? Ses fils se sont complètement touchés sous le regard d'un LeBron médusé. La rencontre part alors en prolongation et les Cavs craquent, perdant ce premier match à l'extérieur, gâchant les 51 points du King alors que définitivement ils avaient toutes les clés entre leurs mains. Ça a été dur à encaisser pour LeBron, qui en rentrant au vestiaire a tapé de toutes ses forces dans une porte jusqu'à s'en démolir la main. Bon, dans un premier temps il ne s'en est pas vanté, mais la vérité c'est que lors des 3 matchs suivants, qui ont mené à un sweep des Cavs par les Warriors, James a joué avec une main cassée. C'est à la fin du Game 4, en conférence de presse, avec une main bandée et encore très douloureuse, qu'il a expliqué aux médias ce qui avait eu lieu. Le joueur a continué à être bon après ça, mais le fait qu'il ne tente qu'un seul shoot à 3 points dans la défaite du match 4 était peut-être parlant. Alors est-ce que ce coup de poing a changé le cours de la série? Peut-être pas, mais définitivement une victoire à l'extérieur lors du Game 1, elle, aurait potentiellement pu changer les choses. Du coup, ce pétage de câble, on l'attribue à LeBron ou à J.R. Smith? Sûrement aux deux, à vous de décider. D'ailleurs, vu qu'on vient de parler de LeBron, on peut aussi évoquer son grand pote, Carmelo Anthony, qui à la fin d'une rencontre entre les Knicks et les Celtics était bien décidé à en découdre avec Kevin Garnett, son adversaire du soir. Pendant le match, les deux joueurs se sont chauffés, beaucoup, et on l'a vu. Le trash talk n'arrêtait
pas. Jusque-là, rien à dire, ça fait partie du jeu. Sauf que quand le buzzer retentit, Melo, au lieu de se diriger vers son locker room, prend la direction du tunnel de l'équipe visiteuse, prêt à régler ses comptes. Tyson Chandler tente de le raisonner, mais rien à faire. Le New-Yorkais aurait continué à avancer, furieux, criant et insultant Kevin Garnett, avant d'être calmé par la sécurité et d'être ramené vers son vestiaire. Jusque-là, c'est tendu, mais ce n'est définitivement pas à la hauteur des pétages de plomb que nous avons évoqués jusque-là. Ce qu'il est par contre, c'est qu'après sa douche, prise en quelques minutes, Melo a très vite pris la direction du parking des Celtics pour y attendre Kevin Garnett devant le bus. Mike Woodson, son coach de l'époque, mais aussi plusieurs membres de la sécurité du Madison Square Garden sont alors intervenus pour éviter l'incident. Mais là ça se voyait, l'ailier était hors de lui. Alors qu'est-ce qui avait pu le mettre dans un état pareil? Le trash talk, la double technique infligée après leurs échanges musclés, ça paraît léger quand même, lui qui pourtant est habitué à ça, et que l'on n'avait jamais vu si en colère, si menaçant et si agressif. Voilà pourquoi Carmelo le lendemain ira expliquer ce qu'il a fait débrancher. Si dans un premier temps il refusa de dire ce qui avait été exactement prononcé, il ne cachera pas cependant que dans ce match, dans ses propos, KG avait largement dépassé la ligne rouge. En même temps, il était connu pour ça, le Garnett, lui qui déjà avait amplement dépassé les bornes dans sa carrière en traitant par exemple Charlie Villanueva de cancéreux. Non seulement ce n'est pas malin, mais surtout c'est infect comme style d'insulte. Apparemment, l'ailier fort cette fois-ci s'en serait pris à la femme de Melo, Lala Vasquez, en lui disant très poétiquement qu'elle avait un goût de Cheerios aux noix et au miel. Cela a plus tard été démenti par Paul Pierce, présent sur le terrain ce jour-là, mais aussi par la principale intéressée, Lala Vasquez, dans son livre qui à l'occasion a expliqué que depuis tout était réglé entre les deux hommes. Alors nul ne sait vraiment ce qui est sorti de la bouche de KG ce jour-là. Ce qui est sûr, c'est que ça a mené Melo à littéralement péter un câble, jusqu'à l'attendre sur le parking. Et ce genre de situation, même si c'est allé moins loin que ce qu'a fait Chris Mills, dont nous parlions la dernière fois, reste suffisamment rare et cocasse pour être évoqué dans notre vidéo du jour. Et ce, d'autant plus quand ça implique des joueurs de la renommée des deux principaux protagonistes. Sauf que là, on s'en rend compte, depuis le début, on ne vous parle que d'histoires qui ont eu lieu avant ou après les matchs, en tout cas loin du parquet. Pourtant, sur les terrains, on en a vu des débranchages en 75 ans de NBA, et pas qu'un peu, et pour ça, on a directement envie de vous parler de Ron Artest. Ici, nous ne vous reparlerons pas de la fameuse histoire de la baston entre Indiana et Détroit, Malice at the Palace, on le fera peut-être dans un épisode 3, mais cet incident a été tellement abordé partout que nous avons préféré privilégier autre chose le concernant. Pour ça, il faut revenir au moment des playoffs 2012, lorsqu'au deuxième tour, les Lakers affrontaient le Thunder. Après un dunk, Artest, qui avait alors changé son nom en Meta World Peace, revient dans son camp, en célébrant, sauf qu'à ce moment-là, il envoie un coup de coude d'une violence inouïe en pleine poire d'un James Harden qui s'est alors retrouvé KO. Directement, le Laker a été exclu, et le barbu, lui, dut passer par le protocole commotion cérébrale, menant la ligue à suspendre un World Peace clamant son innocence, pour cette match. Ouais, selon lui, rien de tout ça n'était volontaire, il voulait juste célébrer son dunk, et Harden se retrouvait juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Quand on revoit les images, on ne cache pas qu'on a du mal à le croire. D'ailleurs, même les Lakers n'y ont pas cru, acceptant directement la suspension et promettant à la NBA d'aider leurs joueurs à adopter un comportement plus professionnel à l'avenir sur les terrains. Personne ne le défendait, même pas son coéquipier Kobe Bryant, qui disait qu'il ne comprenait pas ce qui était passé par la tête de World Peace ce soir-là. C'est dire. Impossible d'imaginer une seule seconde que ce n'était pas volontaire, que c'était juste sa célébration. Alors quelques années plus tard, bien conscient que personne ne croyait à ses propos, le joueur est revenu un petit peu sur ce sacré événement. Il expliqua que oui, après son dunk sur Serge Ibaka et Kevin Durant, il était super hypé et qu'il voulait célébrer. À ce moment-là, Harden s'est approché de lui et dans sa tête, même s'il n'y avait rien d'agressif dans son attitude, il l'a pris comme une menace. S'il lui a balancé son coude dans la tronche, selon ses dires, c'était plutôt pour le repousser, en mode « laisse-moi tranquille, dégage de là », pensant que ça lui arriverait dans le torse ou dans l'épaule. Malheureusement, c'est le visage qui a pris, et ça, ce fut clairement dévastateur pour Harden sur le coup, même s'il a pu rejouer dès le match suivant dans la série face aux Spurs. Beaucoup se disaient à l'époque que 7 matchs de suspension, ce n'était pas cher payé pour Artest à l'époque, qui oui, sur son coup de coude a littéralement pété un plomb. Néanmoins, avec ce qu'il a raconté après, aujourd'hui on arrive mieux à comprendre ce qui s'est passé, c'est déjà un bon point. Récemment, il avouait même que cette image, qui a fait le tour du monde bien sûr, représentait l'un des gestes qu'il regrettait le plus dans sa carrière, et qui lui a fait le plus mal, qui lui a provoqué le plus de honte. Quand on voit le CV du phénomène dans le domaine, on veut bien croire qu'il regrette. Un autre joli moment de poésie a également eu lieu en octobre 1977, dans une rencontre entre les Bucks et les Lakers. Il s'agissait du premier match NBA du rookie Kent Benson, first pick de la dernière draft, qui ce soir-là avait la lourde tâche de défendre sur Karim Abdul-Jabbar. C'est ainsi que dès le début de la rencontre, il joue physique, le bouscule et tente de se montrer intimidant. Ça fait à peine 2 minutes que le match a commencé et tout y passe, croche-pied, poussette et même un coup de coude dans l'estomac. Pour Cage, c'en était trop. C'est ainsi qu'après avoir repris ses esprits et être resté plié en deux pendant quelques secondes en se tenant le ventre, il est allé retrouver Benson qui lui tournait le dos. Il lui a fait face et directement, bim, gros punch dans la face du pivot de Milwaukee qui n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Le basketteur s'était transformé en champion du monde de boxe catégorie poids lourd avec un direct mémorable arrivé droit dans sa cible. Benson dut carrément être raccompagné au vestiaire par des coéquipiers qui l'aidaient à marcher tellement il était sonné. Bien sûr, Jabbar fut directement exclu après ce coup de sang, tandis que l'ancien rookie, lui, dernièrement,
est revenu sur cet incident. Pour Benson, Karim aurait été frustré qu'un débutant, en 2 minutes, le domine à l'entre-deux puis au rebond et que lui aussi a joué des coudes. Le coup dans l'estomac n'aurait été qu'un prétexte, et toujours selon Benson, ça faisait partie du jeu. Lui aussi se ramassait des chocs dans l'estomac sur ses 2 premières minutes, et ça n'a pas cessé pendant le restant de sa carrière. Il réfute donc complètement la thèse de ceux qui affirment que ce jour-là il l'a bien cherché. Jabbar était juste dans un mauvais jour, il ne voulait pas se laisser dominer par le first pick de la dernière draft. Pour lui, il en a rajouté des caisses suite au coup de coude reçu dans le ventre, et a juste pété un plomb de peur d'être ridiculisé par un genou. Là on avoue que dit comme ça, même s'il y a sûrement de l'exagération, il y a peut-être bien du vrai dans les mots de Benson, même si Karim, lui, a toujours tout mis sur son dos. Quoi qu'il en soit, c'était vicieux de la part du joueur des Lakers, et même réfléchi, vu que sur la vidéo, on le voit guetter les arbitres pour être sûr qu'ils ne le regardent pas. Au final, le karma a encore frappé, car même s'il n'a pas eu de suspension, il reçut tout de même une amende de 5 000 $ et dut manquer 45 jours de compétition en raison d'une fracture à un os de la main. Et ouais, quand on se tape dessus, il vaut mieux mettre des gants. Puis tant qu'à parler de choses comme ça, autant évoquer l'un des plus gros punchers de toute l'histoire de la NBA, Kermit Washington, qui en une droite a littéralement failli tuer son adversaire du soir, Rudy Tomjanovic. Nous sommes dans les années 70, encore, une époque où on l'a déjà dit, la coke circule beaucoup dans les vestiaires NBA, mais où aussi la violence et les bastons sont monnaie courante. Pour cette anecdote, nous sommes en 1977, dans une rencontre au sommet qui s'annonce tendue entre les Rockets de Moses Malone d'un côté et les Lakers de Karim Abdul-Jabbar, encore lui, de l'autre. Mais cette fois-ci, ne vous inquiétez pas, le pivot aux goggles n'y est pour rien, parce que oui, si les deux géants se sont livrés à un duel dantesque ce soir-là, ce que l'on retiendra plutôt, c'est qu'un joueur des Rockets n'est pas passé loin de perdre la vie. Tout est parti d'une bagarre au milieu du terrain avec plusieurs joueurs impliqués, et notamment Kermit Washington des Lakers, qui pas une seconde n'a hésité à se mêler aux turbulences pour balancer quelques coups. Mais à un moment, il sent une présence arriver à toute vitesse dans son dos, et du coin de l'œil, il voit un maillot rouge, celui d'un joueur des Rockets. Là, c'est le cerveau reptilien qui a pris le contrôle. Le Laker envoie alors une droite incroyablement violente à un Rudy Tomjanovic qui en plus arrivait à toute vitesse dans l'idée de séparer les protagonistes de la bagarre. Aïe, le Rocket s'éclate au sol, tout le monde retient son souffle, la baston s'interrompt immédiatement et selon les témoignages de l'époque, d'un coup, un silence de mort s'est mis à régner sur la salle. Tout le monde se rassure finalement en voyant que Tomjanovic semble conscient et même si son nez est totalement démoli, il semble aller bien. Sauf que lors du check-up réalisé en suivant à l'hôpital, on apprend que le choc lui a aussi fracturé le crâne, à tel point qu'il perd du liquide céphalorachidien et que sa vie est en grave danger. Inquiétude, opération, soins intensifs, le joueur des Rockets l'a échappé belle, et sans ce passage aux urgences, il y serait probablement passé. Il portera plainte ensuite contre son agresseur, et remportera 2 millions de $, tandis que Washington, lui, reçut une suspension record pour l'époque, 60 jours et 10 000 $ d'amende. Néanmoins, même si physiquement Tomjanovic a fini par se remettre, mentalement ça a été plus dur, et très vite il perdit goût au basket, prenant sa retraite de joueur en 1981 à seulement 32 ans. Kermit Washington, de son côté, après sa suspension, est revenu dans la ligue, et même s'il a réussi à obtenir une sélection All-Star avec Portland en 1980, jamais l'image de gars violent ne se décollera de sa peau. Boycotté par la plupart des franchises après son passage aux Blazers, il prit sa retraite à seulement 30 ans, avant de revenir brièvement et de manière anecdotique sur les parquets le temps de 6 matchs sous le maillot des Warriors 6 ans plus tard. Alors vous allez dire qu'après avoir envoyé une telle droite, c'était bien mérité, et tant mieux que le karma ait frappé à son tour sur Washington. Tout ça, c'est vrai, mais la réalité, c'est aussi que le joueur des Lakers a probablement été le bouc émissaire d'une NBA qui à l'époque était bien trop violente, et pour laquelle les dirigeants auraient dû intervenir bien plus tôt, plutôt que de se servir de ce cas comme d'un exemple. Alors Washington est coupable sur ce coup, pas de doute, mais une part de nous laisse penser qu'en étant plus sévère en amont, la NBA aurait pu largement faire en sorte d'éviter un tel pétage de plomb. Mais bon, vu que le ton est bien lourd tout à coup, terminons par une anecdote plus légère qui concerne Michael Beasley et qui correspond davantage à de l'immaturité qu'à un pétage de plomb. Mais ce genre d'événement, on l'a vu la dernière fois avec Ricky Davis, ça fait aussi partie de nos cibles et soyons honnêtes, on aime bien les raconter. Nous sommes en 2008, Beasley vient d'être choisi avec le 2e pick de la draft et les rookies, comme c'est la tradition, à chaque début de saison se réunissent pour participer au programme de transition censé leur permettre de gérer leur carrière professionnelle du mieux possible. Du coup, était-ce le meilleur moment pour inviter Mario Chalmers et Darrell Arthur dans sa chambre d'hôtel, faire venir des femmes et s'enfumer la tronche à base de gros jokos remplis de weed? Pas sûr. Évidemment, si on en parle, c'est qu'il s'est fait choper, et la NBA n'a pas rigolé. 50 000 $ d'amende pour lui, et 20 000 chacun pour Chalmers et Arthur. Boum, ça pique, avant même d'avoir reçu son premier chèque. Ce manque d'implication flagrant concernant le programme des rookies financé par la NBA a évidemment déplu, et directement le joueur est arrivé dans la grande ligue avec une sale réputation, qui ensuite ne l'a jamais lâché. Cela lui a valu de perdre son agent dans la foulée, et de vivre une carrière de journeyman bien différente de celle qu'on pouvait espérer de sa part avant sa draft. Pour Beasley, le talent était là, pas de doute, mais la maturité par contre c'était plutôt compliqué, et ce, même des années plus tard, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Bah ouais Michael, on veut bien que tu kiffes la vie, mais ça au moins, fais-le dans des endroits appropriés, sinon c'est de la provocation, et clairement, faire ça à cette occasion, ça nous donne envie de le considérer comme un vrai pétage de plomb.
Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.